Bonjour et très heureux de vous retrouver alors, dans un canal un peu particulier, avec un mode de fonctionnement un peu particulier. J'aurais évidemment souhaité qu'on puisse se rencontrer de nouveau directement dans l'amphithéâtre, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas et je crains que ça n'en prenne pas le chemin, que la crise soit durablement installée. Alors peut-être je me trompe, mais en tout cas, on a mis en place ce système de continuité pédagogique pour tenter de tenir face à cette période, d'abord de fermeture des facs, puis de confinement. J'espère que pour vous, toutes et tous, tout se passe bien, pour vous, pour vos familles, pour vos proches, et je ne saurais trop vous conseiller de prendre soin de vous, de faire attention et de respecter strictement le confinement, car les conséquences peuvent être, à mon avis, assez graves. Alors, cette vidéo, elle rentre dans le cadre d'un programme que vous avez, on vous a donné communication. Vous avez dû recevoir via vos messages, messagerie UPPA, via la page Facebook qu'on a mis en place, toute une série de documents, de renseignements sur comment le cours va-t-il se terminer et s'organiser jusqu'à la fin de l'année et jusqu'aux examens. Alors, vous savez que vous avez reçu un premier cours 30 à 40 pages à peu près, résumé, j'ai présenté ce cours dans le document que je vous ai envoyé. Vous avez reçu un tableau avec un certain nombre de jours, de données et de documents qui seront mis à votre disposition. Et vous savez que pour le cadre du droit constitutionnel, pour le cours, je laisserai les TD de côté pour l'instant, on a mis en place un système qui repose au fond sur trois notions. Première notion, le document que vous avez à voir, à étudier, à apprécier, à lire, à décortiquer, un document minimal, mais qui comporte les bases de ce que vous devez savoir et vous devez comprendre pour cette dernière partie de cours. Il y a ces vidéos, 4 vidéos, environ 1 heure, ça va dépendre de la technique, qui seront positionnées soit sur une chaîne YouTube, soit directement sur la page Facebook, pour que vous puissiez suivre les explications que je vais vous donner. Alors ces vidéos, elles ne sont pas nécessairement la reprise du document que je vous ai fait passer, elles sont des espèces de spots d'explications et d'approfondissement sur tel ou tel point qui me paraissent à la fois importants, complexes, et qui méritent peut-être que l'on prenne un peu de temps pour l'expliquer. Et puis troisième temps, alors ça commencera d'ailleurs peut-être lundi qui va venir, le 23 me semble-t-il, peut-être qu'on le décalera un peu, c'est des séances de questions-réponses. Alors je serai en direct sur Facebook Live, sur la page qu'on a mis en place, et vous pourrez poser vos questions, me voir, poser vos questions à l'écrit, et je répondrai en direct à ces questions. Voilà, on a essayé de mettre en place ce système, peut-être pas idéal, mais en tout cas qui tente de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on en dispose, et un peu plus même, puisque on dépasse le cadre des moyens de la fac. Les travaux dirigés fonctionnent un peu sur le même principe, vous avez des choses à rendre, vous avez des corrigés qui vont vous arriver, il y a un rythme qui va être respecté. Le but étant que vous ayez une note de contrôle continu, le but étant qu'on puisse imaginer faire les examens dans les meilleures conditions possibles, si les examens ont lieu aux dates et aux conditions prévues. Ce que je ne peux évidemment pas vous garantir aujourd'hui, tout dépendra du développement de la pandémie, de son accélération, de sa maîtrise et des conditions qui nous seront dictées par le ministère. Si les examens n'avaient pas lieu tels qu'ils auraient dû avoir lieu, évidemment vous en seriez informés et nous ferions en sorte, en tout cas moi je ferai en sorte, dans le cadre du port de droit constitutionnel, que vous ne soyez pas pénalisé par cette situation, dont vous n'êtes évidemment nullement responsable. Au fond, ma volonté est simplement de faire que, vous ne soyez pas pénalisé par un travail plus difficile, ce n'est pas de votre faute, et en même temps, que vous ne soyez pas pénalisé par, au fond, un allègement excessif des connaissances nécessaires. Parce qu'il n'y a pas que l'examen de droit constitutionnel, il y a aussi la deuxième année. Et ce qu'on va faire notamment dans le cadre de la constitution normative, on va en parler tout à l'heure, tout de suite, c'est évidemment très important aussi pour la deuxième année et pour le cours de droit administratif qui va être un cours très important pour vous. Alors, je le disais, la seconde partie du second semestre porte sur ce qu'on appelle la constitution normative. Alors qu'est-ce que c'est que la constitution normative? C'est au fond l'ensemble des dispositions constitutionnelles qui sont donc dans le texte et qui ont pour objet d'organiser l'ordre juridique, qui ont pour objet de mettre en place un système qui permette au droit de fonctionner. Grosso modo, c'est ce qui, dans la Constitution, permet de dire, ou de ne pas dire éventuellement, que la Ve République est un état de droit, alors que la première partie du cours, on a vu la Constitution politique, nous permet de savoir si la Constitution de 58 met en place une démocratie parlementaire ou présidentialiste.
Et donc c'est cette idée des dispositions juridiques dans la Constitution qui organisent l'ordre juridique que l'on va étudier autour de ce concept d'ordre juridique. Alors, quelques précisions sur la Constitution de 58 globalement et sur le concept d'ordre juridique, pour dire au fond que il y a dans la Constitution de 58, c'est la première remarque que l'on peut faire, il y a dans la Constitution de 58 un ensemble de dispositions qui vont avoir une incidence sur le système juridique, qui vont directement ou indirectement mettre en place des normes, des principes qui organisent l'état de droit et l'ordre juridique. Ce texte de 58, seconde remarque, c'est un texte important fait de rupture et de continuité. De continuité tout d'abord parce que globalement, le système normatif qui est mis en place en 1958 n'est pas très différent du système qui existait en 1946 ou en 1875. C'est le même type de système, c'est un système pyramidal, avec une constitution, des normes internationales, des normes législatives, et puis évidemment des normes infralégislatives. Donc il n'y a pas une grande modification, sauf que quand même il y a des éléments de rupture. Et notamment, on le reverra évidemment tout à l'heure dans le cours ou dans la seconde vidéo, il y a la principale rupture, c'est l'introduction des dispositions relatives au contrôle de constitutionnalité. Vous vous souvenez que le contrôle de constitutionnalité n'avait jamais été mis en place dans les constitutions précédentes, et donc qu'il était très important, peut-être pour la Constitution de 58, de le mettre en place. Le troisième principe, c'est, troisième remarque qu'on peut faire sur cette Constitution et sur le droit, c'est de faire, au fond, de remarquer que les dispositions de la Constitution de 58 mettent en place un système qui permet à la France de rattraper son retard. On avait vu au début du second semestre combien la France pouvait être en pointe, notamment dans le domaine de la démocratie, qui intervient très vite avec le suffrage universel, universel masculin puis féminin en France, mais était resté très en retrait du concept d'état de droit, très peu d'expérience de contrôle de constitutionnalité, et puis je dirais une hostilité globale du système juridique français et du système politique au concept de contrôle de constitutionnalité. Après tout, c'est en France qu'a été inventé le concept de gouvernement des juges. Je pense évidemment à l'œuvre d'Édouard Lambert dans ce domaine-là. Et donc la France était en retard en 58. Elle était un des derniers États à avoir ne pas avoir de contrôle de constitutionnalité. C'est aujourd'hui un retard globalement rattrapé. La France est désormais à peu près au niveau des autres nations européennes dans le cadre du contrôle de constitutionnalité et dans le cadre de l'état de droit. Et ce faisant, on peut considérer qu'elle, non seulement elle se met au niveau des autres démocraties et des autres états de droit en Europe, elle réintègre le modèle kelseenien, mais elle participe d'une européanisation en permettant la pleine application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions des normes de l'Union européenne avec l'intervention des deux grandes juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a cette mise à niveau qui est très importante. La France va rattraper son retard et elle va rattraper son retard malgré un paradoxe. Et ce paradoxe, peut-être ça peut constituer la quatrième remarque globale que je voulais faire, c'est qu'au fond, les auteurs de la Constitution de 58, et on a vu ensemble combien il était très important, l'action des auteurs ou des écrivains de la Constitution avait été très important pour la compréhension du texte. Eh bien, les auteurs de la Constitution de 58 ne sont pas d'emblée très favorables à la mise en place d'un état de droit. Ils sont plutôt, au fond, réticents à ce concept, réticents au concept de contrôle de constitutionnalité qu'ils ne vont intégrer, j'y reviendrai, que comme instrument de limitation du Parlement, et l'évolution va se faire après. C'est-à-dire qu'il y a une vie constitutionnelle après le 4 octobre 1958 qui permet à la Constitution d'accéder au plein statut d'une Constitution d'État de droit. Et cette évolution, elle est un peu contre l'avis des fondateurs de la 5e République. Ceux qui fondent la 5e République, et notamment les gaullistes, ne sont pas extraordinairement favorables au contrôle de constitutionnalité. Ils ne sont pas favorables au principe de l'état de droit et de la limitation du pouvoir politique par le droit. Ils sont au contraire empreints d'une conception beaucoup plus traditionnelle, je dirais par certains côtés beaucoup plus marquée par la souveraineté, qui consiste à penser que le pouvoir est souverain et qu'il y a des strates de pouvoir souverain qui ne peut pas être remise en cause par des contre-pouvoirs, quels qu'ils soient, et par des contre-pouvoirs juridiques en particulier. Et donc, et c'est la cinquième remarque, cette évolution de la 5e République, y compris contre l'avis de ceux qui l'ont créée, de ceux qui l'ont mise en place, va se marquer tout au long.
de l'histoire de notre République, de l'histoire de l'application de la Constitution. Et alors ce mouvement, il est intéressant, pourquoi? Il est intéressant parce qu'au fond, c'est une espèce d'interaction entre trois éléments. Une interaction d'abord entre une demande sociale de plus en plus importante pour l'application du droit, pour le respect de la Constitution, pour la mise en place d'un système de droits fondamentaux dans la Constitution, l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'influence de l'Union européenne, l'influence des voisins occidentaux, l'influence d'un certain nombre de courants de pensée qui font des droits humains des éléments très importants. Donc il y a une forme de demande sociale pour déconstruire ce modèle français tel qu'il avait été construit. Il y avait bien des droits fondamentaux dans les constitutions, mais rien ne venait garantir leur application particulière. Donc, une demande sociale, premier élément qui va modifier ou motiver le changement de conception constitutionnelle. Le deuxième élément, c'est, je dirais, des réformes constitutionnelles qui sont mises en place. Il y a ça et là de très grandes réformes constitutionnelles qui vont marquer la transformation de la Ve République vers un état de droit. On pense à 1974, révision du mode de saisine du Conseil constitutionnel, 2008, création de la question prioritaire de constitutionnalité par la grande révision constitutionnelle de l'été 2008. Donc il y a des grandes révisions constitutionnelles qui se mettent en place. On pourrait citer également d'autres éléments. Et puis, il y a l'action du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le juge qui est créé et qui est un petit juge avec peu de pouvoir et un rôle limité, va progressivement acquérir une certaine forme d'autonomie et va rendre des décisions à ce point audacieuses qu'elles vont générer des révisions constitutionnelles et qu'elles vont au fond positionner le Conseil constitutionnel comme un organe absolument central et absolument incontournable de la vie politique française, de la vie constitutionnelle française. Et donc c'est l'histoire à la fois d'une révolution en 58 et c'est l'histoire d'une mutation continue du système constitutionnel français qu'on va essayer de voir ensemble. Alors pour essayer de comprendre comment, au fond, le système constitutionnel français a évolué vers la Constitution de 58, enfin vers l'état de droit, pardon, eh bien, vous avez votre document, donc, qui vous présente un peu les choses, qui va servir d'âme à votre travail, mais je dirais, ce document, globalement, s'articule autour de deux idées. Première idée, la Constitution de 58 met en place une hiérarchie des normes. Cette fameuse pyramide de Kelsen, qu'on a déjà étudiée plein de fois en cours ensemble, cette pyramide, la Constitution de 58 la met en place. Et elle précise le contenu de la pyramide des normes telle que le droit français doit désormais la respecter. Alors il n'y a pas de grande novation, on va en parler tout de suite, mais en même temps, même s'il n'y a pas de grande novation, il y a un certain nombre de précisions qui sont apportées et qui vont structurer l'ordre juridique français. Le deuxième point, très important également, c'est qu'elle met en place un nouvel acteur. La Constitution de 58, je le disais auparavant, met en place le Conseil constitutionnel. Organe chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, ce qui est une révolution. Souvenons-nous que la jury constitutionnelle de Sieyès, le Sénat conservateur ou le comité constitutionnel de la 4e, le Sénat conservateur tel que Napoléon l'avait imaginé, ou le comité constitutionnel de la 4e République, n'ont jamais fonctionné. Et ils n'ont jamais fonctionné en raison d'abord d'une mauvaise organisation intellectuelle du système, mais surtout parce qu'au fond on a tenté de dévoyer immédiatement le contrôle de constitutionnalité pour en faire un système politique. Et en 1958, on met en place un organe, le Conseil constitutionnel, nouveau, qui va quand même avoir des compétences nouvelles, et qui va pouvoir développer un véritable contrôle juridictionnel de la constitutionnalité. Et donc deux éléments très nouveaux sur lesquels moi je voudrais insister, et sur lesquels ces deux premières vidéos vont insister. Première mutation, la mise en place d'une hiérarchie des normes. Deuxième mutation, ça sera l'objet de la seconde vidéo, la mise en place d'un organe de contrôle de constitutionnalité. Alors, vous suivrez, dans le document que je vous ai donné, vous suivrez les différents éléments. Le but de cette intervention orale n'est pas de suivre le texte, il est parfois de mettre des focus sur certaines parties du texte. Et s'agissant de parler du système de la pyramide des normes en France, du système de l'ordre juridique français tel que la Constitution de 58 le met en place, eh bien, on pourrait dire que ce système, il est à la fois classique, mais pas tant que ça. Classique parce qu'il repose au fond sur un triptyque normes constitutionnelles, normes internationales, normes législatives. Donc on a bien la construction intellectuelle que met en place Kelsen, qu'imagine Kelsen au début du XXe siècle, et le système constitutionnel français reprend
cette organisation-là. Il le reprend d'ailleurs très classiquement par rapport à ce que avait fait la 4ème République, mais en même temps, il va préciser un certain nombre de notions à chaque étage. Et à chaque étage, il va y avoir un peu des innovations ou des affirmations, des réaffirmations. Donc on va imaginer ce système constitutionnel, cette pyramide des normes, autour de ces 3 étages. Premier étage, l'étage constitutionnel. Pas grand-chose à en dire, on y reviendra très largement dans la 3e et la 4e vidéo que je vais enregistrer pour vous, mais la Constitution de 58 pose le principe de la suprématie générale des normes constitutionnelles. Simplement, on sait que sous la 5e République va s'opérer une mutation du concept de constitution, puisque le concept de constitution va devenir un concept pleinement juridique qui s'impose au travers des décisions de justice aux autres normes juridiques françaises. Ça, c'est une grande novation. Et puis, le système constitutionnel français, la Constitution française, va en quelque sorte se complexifier parce qu'on va reconnaître le statut juridique de la Constitution, un statut juridique constitutionnel, non seulement au texte de la Constitution, c'est-à-dire à la petite centaine d'articles qui sont contenus dans la Constitution, mais on va également reconnaître ce principe de constitutionnalité aux normes du préambule de la Constitution, et on a vu ensemble, et vous vous en souvenez, que le préambule de la Constitution est un système complexe avec plusieurs normes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 26 août 1789, le préambule de 1946, la Charte de l'environnement, que le préambule de 46 lui-même concerne 3 séries de textes, la Déclaration de 1789 qui y est reprise, les principes particulièrement nécessaires à notre temps, et les fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Tout ça va devenir des normes constitutionnelles à part entière, et retenez d'ores et déjà qu'on invoquera à l'Orient droit le concept de bloc de constitutionnalité, cher aux doyens favoureux d'Aix-en-Provence. Et puis, l'autre novation de la Constitution, mais là encore on y reviendra, c'est que le Conseil constitutionnel, dans son application de la Constitution, va intégrer dans les normes constitutionnelles un certain nombre de principes non écrits qui vont compléter ce système constitutionnel. Donc, première notion qu'il est important de constater, encore une fois, j'insiste pas, vous pouvez le développer dans le cours, il y aura des TD là-dessus, et puis on y reviendra dans d'autres vidéos. On met en place une constitution plus juridique, plus constitutionnelle, si vous me permettez cette espèce de paradoxe, et plus complexe au sens de composer plusieurs notions. Deuxième étage, les normes internationales. Alors les normes internationales, elles sont reconnues, donc je parle principalement des traités internationaux et autres dispositions internationales, elles sont intégrées dans le bloc de constitutionnalité et elles sont positionnées en droit constitutionnel, et je précise bien en droit constitutionnel parce que les internationalistes, les spécialistes de droit international pourraient considérer qu'elles ne... Vu du droit international, ces normes ont un statut supraconstitutionnel, supérieur à la Constitution, mais en droit constitutionnel. Et dans la Constitution de 58, le statut juridique des normes internationales est extrêmement clair. Pardon, extrêmement clair. Les normes internationales sont infraconstitutionnelles et supralégislatives. Elles sont inférieures à la Constitution et supérieures à la loi. Alors, pour bien comprendre ce système, vous y reviendrez en deuxième année, mais pour bien comprendre ce système, il faut se référer aux articles 54 et 55 de la Constitution. L'article 54, tout d'abord, pose le principe de la suprématie de la Constitution par rapport aux traités internationaux. Alors, il la pose, non pas sans la poser, mais en utilisant un concept ou une technique un peu différente. Pourquoi ? Parce que si vous lisez l'article 54, ce que je vous invite évidemment à lire, on ne l'a pas mentionné, mais vous devez garder par devers vous le texte de la Constitution tel qu'on vous l'a distribué, l'article 54, il prévoit pas. Il prévoit quoi ? Il prévoit qu'au fond, un traité international ne peut être ratifié que si il est considéré comme conforme à la Constitution. Un traité international inconstitutionnel ne peut pas être ratifié, ne peut pas rentrer dans l'ordre juridique français. Vous savez que les traités internationaux, ils sont signés, ils sont négociés par le gouvernement, signés par le président de la République, généralement par le Premier ministre ou par un ministre, ils doivent être ratifiés par le président de la République, mais cette ratification est souvent autorisée par une loi. Et donc, la loi de ratification peut être soumise au contrôle de constitutionnalité.
la loi de ratification peut être soumise au contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour apprécier, et ça a déjà été le cas, hein, pour apprécier si une loi de ratification est conforme à la Constitution, donc si le traité est conforme à la Constitution. Et si d'aventure, et c'est déjà arrivé, le Conseil constitutionnel considérait que le traité n'était pas conforme à la Constitution, alors ce traité ne pourrait pas être intégré dans l'ordre juridique français. Il doit être conforme à la Constitution pour pouvoir être appliqué. La seule spécificité, et qui peut parfois d'ailleurs entraîner des réflexions ou des interrogations, la seule spécificité, c'est que ce principe du contrôle de constitutionnalité des traités avant l'entrée en vigueur du traité dans le système français, avant la ratification par la loi, ce principe de contrôle de constitutionnalité est assorti en fait d'un mécanisme de sanction un peu particulier. C'est-à-dire qu'il est prévu dans l'article 54 que le traité international non conforme à la Constitution ne peut rentrer en application et en vigueur que si on modifie la Constitution. C'est-à-dire qu'il doit respecter la Constitution et que de ce point de vue-là, la Constitution est bien la norme supérieure, mais il doit, pour être appliqué, si jamais il y avait une discordance entre la Constitution et le traité, eh bien, le traité ne sera pas changé parce qu'il est le fruit d'une négociation internationale. C'est à la France, si elle veut l'appliquer, de changer ou non sa Constitution. Et on a des exemples de constitutions qui ont été, de révisions constitutionnelles qui ont été faites pour permettre la ratification d'un traité, et on a des exemples de dispositions déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le traité n'a pas pu être ratifié car la France n'a pas procédé à la révision de sa Constitution. Donc, principe assez simple, suprématie de la Constitution sur le traité, mise en place d'un contrôle de constitutionnalité particulier au moment de la ratification du traité par le Parlement, mais principe qui va faire que on ne peut pas modifier le traité, on ne va pas modifier le traité. Si le traité n'est pas conforme, il faut modifier la Constitution au travers de l'application de l'article 89, ce qui a déjà été le cas. Premier principe, donc, de l'échelle internationale, du niveau international dans la hiérarchie des normes, c'est la suprématie de la Constitution sur le traité, sous réserve de ce mécanisme spécifique de contrôle. Deuxième principe, il est posé à l'article 55 de la Constitution, les traités internationaux ont une valeur supra-législative. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur, quand ils rentrent dans le système français, supérieure à la loi. La loi ne peut pas contredire un traité, et si le traité n'était pas en conformité avec la loi, le juge devrait appliquer le traité et non pas la loi. Alors, les dispositions de l'article 55, elles sont extrêmement simples. Elles posent ce principe de la suprématie du traité sur la loi, puisqu'il est dit clairement que le traité ou accord international a une autorité supérieure à celle des lois. C'est clairement mentionné dans l'article 55 de la Constitution. L'article 55 de la Constitution va simplement poser un certain nombre de conditions d'application de ce principe de la suprématie du traité, donc le traité supérieur à la loi. Ces conditions, elles sont au nombre de 3. Le traité doit être ratifié, bien évidemment, il doit être publié, et il doit faire l'objet d'une application réciproque par l'État co-signataire. Alors, la ratification, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe de la signature et de la validation de la signature par l'autorité française qui va donner en quelque sorte une confirmation d'application du traité international. Ça le rend définitif, ça le rend obligatoire, ça le fait rentrer dans le système normatif français. En règle générale, c'est le président de la République qui le fait, avec parfois, pour les traités les plus importants, une autorisation parlementaire. Ce principe est posé. L'article 55 dit que pour que le traité soit supérieur à la loi, il faut qu'il soit ratifié. Notons simplement que cette condition a toujours été reconnue de manière assez large par le juge français, et notamment par le juge administratif, qui a considéré qu'il n'avait pas trop à se mêler du contenu de la ratification et du niveau de la ratification. Il lui est importé que le traité soit véritablement ratifié. Deuxième condition posée par l'article 55 de la Constitution, c'est le principe de la publication. Le traité doit être publié. Rien d'étonnant à ça. Toutes les normes juridiques françaises doivent être publiées pour pouvoir être appliquées. Le traité ne fait pas exception à la règle. Il doit donc être mis à la disposition du public, en quelque sorte. On va pouvoir savoir et consulter ce traité. Alors simplement ici, le juge va vérifier l'application, enfin, les conditions d'application de l'article 55, et il va être un peu plus exigeant sur la validité de la publication. Grosso modo, il vérifie évidemment que le traité soit publié, mais le juge, notamment le juge administratif, a vérifié une certaine
validité du traité, il faut qu'il soit bien publié dans un organe lui donnant la publicité nécessaire et l'autorité nécessaire. Donc il y a un contrôle un peu accru du juge, mais là encore, on ne fait qu'appliquer l'article 55 de la Constitution qui dit que le traité doit être ratifié, on l'a vu, et publié. Troisième condition de l'application de ce traité, c'est la réciprocité. Alors c'est un principe de droit international qui dit que globalement, pour qu'un traité soit appliqué avec une autorité supérieure à la loi, il faut que non seulement la France l'applique, mais que l'État signataire, co-signataire, l'applique également. C'est le principe de l'application réciproque. Un traité n'est valable que s'il est respecté par les deux parties. Cette disposition, elle est un peu plus compliquée. Parce qu'il faut savoir quand un traité est appliqué ou quand un traité n'est pas appliqué. Et très souvent, ça soulève une question un peu politique. Est-ce que le traité est bien appliqué par la partie adverse ou par la partie co-signataire? Et pendant très longtemps, le juge administratif notamment, a considéré que il ne lui appartenait pas de déterminer ou de savoir si le traité était bien appliqué de manière réciproque. Et quand il était saisi d'une affaire dans laquelle se posait le problème de la réciprocité, on disait, mais on ne peut pas appliquer ce traité parce que ce traité n'est pas appliqué de manière réciproque, eh bien, ce que faisait le juge administratif, c'est qu'il demandait au ministère des Affaires étrangères, il demandait au gouvernement de lui rendre un avis sur cette application. Est-ce que on considère ou pas que le traité est correctement appliqué? Et puis, progressivement, le juge administratif s'est, comment dirais-je, affranchi de cette disposition en venant dire, au fond, il m'appartient de pouvoir moi-même, dans certains cas, interpréter le traité. Et interpréter si le traité est appliqué ou pas. Et donc on a mis en place un système qui fait que le juge contrôle toujours l'application réciproque. C'est une disposition extrêmement importante, alors qui ne s'applique pas nécessairement à toutes les dispositions internationales. Certaines ne sont pas assujetties à la question de la réciprocité. Mais le juge la contrôle toujours quand elle doit le faire, mais parfois il le contrôle tout seul. Il la contrôle tout seul en essayant de savoir si, lui, sans passer par le gouvernement, cette disposition est bien respectée ou pas. Je dirais que ça ne devrait pas poser de problème. Les dispositions de l'article 54 et 55 sont assez simples, elles ne sont pas très novatrices en plus. Il est bien clair que ce sont à peu près les mêmes dispositions qui ont été reprises par la Constitution de 58 et qui étaient en vigueur en 1946. Simplement, l'application de ces dispositions, notamment l'application de l'article 55, et vous le verrez beaucoup l'année prochaine, a créé quand même une petite polémique pour savoir le principe de la suprématie du traité sur la loi était-il un principe général ou fallait-il distinguer entre les lois postérieures et les lois antérieures au traité? Globalement, le principe était de dire si la loi est adoptée et que quelques années après le traité vient contredire la loi, c'est le traité qui s'applique. C'était une position générale de la jurisprudence française. Mais la question se posait à l'inverse. Si la loi était adoptée postérieurement au traité, c'est-à-dire si les parlementaires avaient adopté une loi en conscience du fait qu'elle n'était pas conforme à un traité. Il y a eu un très grand débat juridique. Alors, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation se sont un peu, pour parler vulgairement, renvoyés à la patate chaude. Personne ne voulait vraiment statuer. On a eu des dispositions un peu compliquées. Et pendant très longtemps, le Conseil d'État et la Cour de cassation n'ont pas eu la même position. Le Conseil constitutionnel disait c'est pas du contrôle de constitutionnalité, la conformité d'un traité par rapport à la loi n'est pas un contrôle de constitutionnalité direct, donc je le fais pas. En revanche, la Cour de cassation disait moi je vais le faire, et donc ce que je vais faire c'est que si le traité viole la loi, même postérieure, j'appliquerai le traité. Le Conseil d'État était très réticent et préférait appliquer la loi postérieure au traité, et ce n'est qu'en 1989, dans un arrêt extrêmement important, l'arrêt Niccolo, dont vous entendrez énormément parler un peu dans la troisième vidéo, mais surtout en deuxième année, que le Conseil d'État a estimé désormais qu'un traité primait la loi, y compris quand la loi était postérieure. Et donc, on a aujourd'hui une application, on va dire, à peu près correcte de l'article 55 de la Constitution, mais il a fallu attendre longtemps. Il a fallu attendre longtemps pour que on applique pleinement cet article 55. Donc voilà, premier étage, la Constitution. Deuxième étage, les normes internationales. On va maintenant réfléchir sur le troisième étage de cette pyramide des normes, c'est-à-dire l'étage législatif.